Bonjour YouTube, bienvenue dans ce débrief de cet ignoble pay-per-view qui était Bad Blood. Je sais, on est mercredi et j'avais prévu de sortir la vidéo plus tôt. Sauf qu'il s'est passé quelque chose pendant ce show et j'avais besoin de recul. Ce qui s'est passé, c'est le premier match. CM Punk contre Drew McIntyre, Hell in a Cell. Je vais mettre fin tout de suite au suspense. C'était peut-être le match de l'année en main roster. En vrai, pour moi, ça se bat avec Cody Roman de WrestleMania 40, mais parce que Cody Roman, il y a eu toute cette mise en scène, toute l'arrivée des légendes, etc. Mais d'un point de vue match pur, je pense que là, on est sur le match de l'année. Le Hell in a Cell est exceptionnel. Dans mon livre, peut-être même le meilleur Hell in a Cell de tous les temps, avec le Triple H Undertaker de WrestleMania 28, qui là aussi était un match à WrestleMania avec un gros enjeu émotionnel. Et moi, personnellement, j'avoue le Armageddon de l'Attitude Era avec Stone Cold, Rikishi, Undertaker, Kurt Angle, The Rock. Du coup, voilà, ça joue entre ceux-là. Le match était vraiment trop bien. La construction était cool. Je vais pas m'attarder sur les détails du match parce que j'ai envie de vous laisser le découvrir si vous pouvez le découvrir par vous-même. Parce qu'il y a eu beaucoup de spots. Il n'y a pas eu un qui a vraiment plus dominé que l'autre, même si McIntyre a pu avoir tendance à avoir la maîtrise du rythme du match. Mais d'un point de vue échange, CM Punk a su répondre bien quand il le fallait. Les deux hommes ont saigné. Il y a eu des tables, il y a eu des armes, il y a eu un escalier, des escaliers, il y a eu une chaîne, il y a eu des perles de bracelet. C'était un match vraiment très très bien, la psychologie était vraiment très très cool. Des spots surprenants, des Claymore out of nowhere, ce genre de choses, mais CM Punk a gagné. Et si cette vidéo ne sort qu'aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de digérer cette information et surtout essayer de voir quelle pourrait être la suite. Parce que j'étais infiniment et intimement persuadé que Drew McIntyre allait gagner ce match-là. Pour une évolution des deux personnages. Je vais faire ça en très rapide, puisque vous allez avoir une vidéo qui va sortir sur ce sujet, dédiée à ce sujet-là. Mais pour moi, Drew McIntyre allait gagner cet affrontement. Pour permettre une évolution de CM Punk 2, je me suis peut-être trop reposé sur Best in the World. C'était il y a une décennie. Je ne suis aujourd'hui plus le Best in the World. Il y a des nouvelles bêtes et des nouveaux animaux ici, qui est cette nouvelle ère vendue par Triple H et qui peut être représentée par un mec comme Drew McIntyre. Et Drew McIntyre, de son côté, qui devient un heel extrêmement arrogant et inarrêtable, qui est, même quand je laisse ma haine m'envahir, maintenant je la contrôle, la haine fait partie de moi, et je sais la gérer pour mettre fin à ces brebis galeuses que sont CM Punk et les autres personnes qui se mettent en travers de mon chemin. Et avoir un Drew ultra antagoniste et le nouveau top heel de la compagnie, mais un heel vraiment Thanos, quoi. Genre un heel qui est vraiment vénère, qui a ses idées. On peut adhérer à ses idées et les comprendre, parce que je rappelle que Drew McIntyre, pour moi, je suis face, il n'est pas devenu heel. Mais du coup, CM Punk qui gagne, j'étais mais je suis un grand fan de CM Punk. Vous le savez, je le défends CM Punk depuis 2022 à la EW. Je défends CM Punk et tout ce qu'il fait. Pour moi, CM Punk est innocent. Free CM Punk. Mais du coup, je suis très content du fait qu'il soit ici. Donc, c'était pour désamorcer le fait que certains pensent que je suis un hater de CM Punk parce que j'arrive pas à apprécier sa victoire dans les in a Cell. Faites la part des choses, par pitié. Mais du coup, voilà, je voulais regarder le Raw. Et vous le savez qu'on les regarde en stream sur Twitch les mardis. Raw, tous les soirs. Enfin, tous les mardis soirs, on regarde Raw. Du coup, je voulais revoir Raw et voir les retombées. Et les retombées, c'est une promo de CM Punk qui dit « Je suis bousillé, je prends du repos ». Logique. Mais du coup, dans quel but? Pourquoi avoir fait gagner CM Punk? Certains m'ont dit « Pour lui faire gagner en crédibilité ». Pour moi, c'est une légende, c'est CM Punk, il n'a pas besoin de crédibilité. Certains me disent « Ça fait 10 ans qu'il était plus là, fallait qu'il gagne sa première rivalité ». Ouais, mais même s'il perdait cette rivalité, vu la prestation, c'était pas grave, c'était pas une vraie défaite. D'autres m'ont dit c'est pour aller sur le titre de Gunther. Alors de 1, j'ai pas envie de voir CM Punk sur le titre de Gunther. De 2, CM Punk n'a pas besoin de ça pour réclamer un match pour le titre. Je vous rappelle que c'est ce qu'il a teasé après sa victoire à SummerSlam dans le strap match. Ça avait choqué personne. Il n'était pas sorti du Hell in a Cell pourtant. Et on savait que ça allait être une trilogie. Et donc CM Punk pouvait sortir perdant de cette trilogie et quand même aller demander un match pour le titre, ça allait pas être choquant. Tout comme Drew de son côté. Du coup, on a un CM Punk qui prend une pause parce qu'il est fatigué, il est meurtri et blessé, c'est normal, c'est un vieil homme qui sort d'un Hell in a Cell. C'est cohérent. On fait quoi avec ça? Drew, il va faire quoi? Il va aussi prendre une pause? Il va revenir chauve au Royal Rumble et gagner le Royal Rumble? Ouais, je sais, j'ai très envie de voir Drew McIntyre chauve gagner le Royal Rumble. Dans quel but? On va avoir un Drew McIntyre qui va être babyface en mode oh là là, j'ai trop laissé la haine m'envahir ces dernières années et ça m'a coûté plein d'opportunités. Maintenant, je reste concentré sur ma quête du titre, comme je le faisais en fin 2023, je le rappelle, et je vais aller chercher le Rumble, comme il a essayé de faire en 2024, ou alors le Chamber, qu'il a gagné en 2024. Littéralement, pour moi, Drew revient un an en arrière, sauf qu'on enlève toutes les nuances du personnage et on le fait devenir ultra lisse et babyface, plus ou moins sur un chemin de rédemption.
Je suis pas très excité par la suite, alors que Drew McIntyre est sûrement ma superstar de l'année 2024. Bilan de ce match, sur 10, c'est un 9,9 sur 10. C'est la victoire de Punk. J'arrive pas encore à l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on vient de parler du premier match qui était excellent, exceptionnel, magnifique. À partir de là, ça va commencer à être compliqué. Nia Jax Bayley, deuxième match. Ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Ce match était vraiment trop bien. Le in-ring était vraiment trop cool. Le storytelling était vraiment trop cool. Et la victoire de Nia se fait sans discussion. Donc c'était vraiment très bien. Mais il y a eu de l'overbooking qui a permis de faire avancer la storyline. Notamment le Nia Jax Tiffy, où on a une Tiffy qui là avait vraiment envie de cashing, j'ai l'impression. Et Nia, elle se relève comme Kane, comme ça, pour la regarder en mode... Pardon, comme l'Undertaker, mais elle était en rouge, du coup, excusez-moi, je viens de bugger. Mais elle se relève comme l'Undertaker, elle regarde Tiffy en mode... T'es con ou quoi? Tu crois Oh, tu veux que je te goume? Tu veux que je t'attrape par le col? Tu veux que je te tire la tignasse? J'ai beaucoup kiffé. Et sinon, dans le in-ring, j'ai beaucoup aimé ce match aussi. Beaucoup de gens ont critiqué. Ah, Nia Jax, elle fait des botches. Alors, Nia Jax, une meuf de 140 kilos qui tente pour la première fois de sa carrière un Hurricane Rana. Ok, le Hurricane Rana est un petit peu glissant. On peut lui accorder peut-être, non? Vu le gabarit. Et puis, les femmes n'ont pas très souvent des matchs de titre en pay-per-view. Les pauvres, en dehors des Big Four, je pense que Nia Jax a voulu tenter des choses pour montrer que c'était un pay-per-view et pas juste une défense de titre en weekly comme elle peut avoir d'habitude. Là, c'était une défense en pay-per-view et elle voulait montrer. Et je pense que c'est quand même cool qu'elle nous propose un Hurricane Rana et un Samoan Drop du haut de la deuxième corde. C'est quand même sympathique, Nia Jax, elle a fait des jolis bumps, elle a fait un joli match. Donc s'il vous plaît, nous ne sommes plus en 2017. Donnez les mérites qu'il lui faut à Nia Jax, puisque depuis son retour, elle est irréprochable. Bayley très très cool aussi dans la gestion des spots, dans la gestion justement de la foule et du public, puisque les gens sont très investis dans Bayley, c'est normal, nous aimons tous Pamela Rose Martinez, je m'en remets toujours pas. Et l'overbooking avec Tiffy, du coup, ça promet pour la suite. Nia reste championne. Le match était vraiment trop bien. Pour moi, c'est facile, un 8 sur 10, parce que l'histoire et le in-ring étaient vraiment très cool. On va dire que ça manquait de ce spot, comme on avait pu avoir le Dub Annihilator sur Bayley à SummerSlam, ou le spot de Nia Jax sur Lyra Valkyria à Night of Champions, ce genre de choses. Mais pour autant, le match était cool, bien mieux que celui de SummerSlam. Je suis extrêmement satisfait. Du coup, c'est vraiment maintenant que ça commence à être très nul, Bad Blood. Mais genre... très nul. On passe sur Damian Priest, Finn Balor, troisième match. Vous savez que j'aime Damian Priest de tout mon cœur, c'est mon gars, c'est mi campeon. C'est mi campeon Damian Priest. J'aime trop ce mec, il est dans mon top de mes catcheurs préférés actuellement à la WWE. Ilya Dragunov, bon il est blessé. Damian Priest, LA Knight, Obafemi et les Dan Antonelli. Vous savez que c'est mon top catcheur préféré. Damian Priest, je le défends corps et âme depuis avant. On va dire depuis le début du Judgment Day, je dis à tout le monde Damian Priest sera un jour très grand. Quand il prend la mallette, je disais Damian Priest sera très grand, vous allez voir, il a tout pour être un champion majeur. J'ai pris des torrents d'insultes, je pense que ma mère s'est jamais fait autant insulter de ma vie que quand je défendais Damian Priest. Du coup, j'aime Damian Priest, mais il devait pas gagner ce match. Oui, Damian Priest a gagné ce match. Mais au-delà de gagner ce match, Finn Balor, ça te dirait de connecter les synapses entre tes neurones, histoire qu'il y ait une connexion et que tu puisses réfléchir? J'ai rarement vu un mec aussi bon être aussi nul dans un ring. Booking, hein, c'est pas Finn Balor. Hein. Finn Balor est un athlète exceptionnel, il est très fort au micro et tout ce qu'il fait, il le fait pour que ça fonctionne. Mais là, dans ce match, Finn Balor s'est fait humilier. C'est-à-dire que tout le long du match, il fait n'importe quoi. Il tente des prises de soumission, c'est bien, mais fait des prises de soumission où le fait que tu as un petit gabarit, ça ne va pas te porter préjudice, sinon Damian Priest te contre. Quand tu réussis à prendre de la vitesse sur Damian Priest, Sling Blade, enchaîne. Pourquoi tu provoques? Pourquoi tu te moques? Damian Priest, il fait 60 kilos de plus que toi, 40 cm de plus que toi, il vient de faire un run de champion majeur, on rappelle que toi, ton dernier run de champion majeur, Finn Balor, il a duré 24 heures, parce que t'étais blessé, t'as dû redonner le titre, donc... Concentre-toi, arrête d'être idiot, t'es un vétéran, pourquoi tu commets des erreurs de débutant? Pourquoi tu portes une guillotine à Damian Priest en mettant tout ton poids en avant? Ok, la guillotine est plus efficace, sauf que Damian Priest il peut te soulever, alors que si tu le guillotines en mettant ton poids en arrière, un peu comme le font les combattants MMA, tu étrangles et tu mets ton poids en arrière pour l'empêcher de t'attraper les jambes, comme ça tu gagnes, il peut pas t'attraper les jambes tout en portant une guillotine. Tu diminues le centre de gravité de ta prise, et du coup, Damian Priest, les grands ont un point de gravité beaucoup plus haut, bah, il aura moins d'équilibre pour t'attraper. Là, tu lui laisses son point d'équilibre à hauteur, toi, tu te mets comme ça, du coup, si t'attrapes les jambes, il tire vers l'arrière, tu peux rien faire à part lâcher. Finn Balor, vétéran. Damian Priest qui gagne. C'est mon gars, Damian. Vous savez, c'est mon gars, Damian. Je suis content, Damian, il gagne. Que Damian ressorte fort, je suis très content. Mais j'ai pas envie qu'il ressorte fort, au détriment
de Finn Balor. Finn Balor s'est fait humilier, mais pas que Finn Balor. 3 coups de grâce, 4 coups de grâce même. Damien Priest, aucun problème. C'est-à-dire que le coup de grâce, même un coup de grâce derrière la nuque. Pour vous dire. Même un coup de grâce derrière la nuque, ça arrête pas Damien Priest. Donc Damien très fort, mais le coup de grâce pas si fort que ça. Et en plus, Damien, il bolosse l'entièreté du Judgment Day à lui tout seul, avec aucune aide extérieure. Tout seul. Il y a personne qui est venu aider Damien. Ni Jay, ni Rhea. Tout seul. Comme un grand. Il a défoncé le Judgment Day. Carlito, Finn Balor et JD McDonough. Dominique, c'est pas impliqué, il est resté avec Liv Morgan. Mon Dieu. Et en plus, Finn Balor est champion par équipe. Et il l'a oublié. Sur 10, 3,5. Parce que la prestation de Damien Priest était irréprochable. Mais ça... On vient vous dire, bon, la suite était un peu plus sympa, mais non. Une annonce de Triple H, historique. Un titre pour Crown Jewel. Pour le champion Crown Jewel. Vous me dites, c'est quoi le champion Crown Jewel? Tous les ans, à Crown Jewel, les champions majeurs vont s'affronter, masculin et féminin. C'est-à-dire que tous les ans à Crown Jewel, les 4 titres majeurs ne seront pas défendus. C'est-à-dire que tous les ans, on aura un pay-per-view filler. C'est-à-dire que tous les ans, on aura un pay-per-view sans enjeu. C'est-à-dire que tous les ans, on n'aura pas un champion contre champion avec une histoire, mais un champion contre champion simplement dans un match. Oui, comme Vince McMahon avait fait fin des années 2010 au Survivor Series. Vous savez, il avait fait ça. Ok, on a eu Brock Lesnar et Jay Styles, génial. Mais c'était tellement un concept pourri qu'il est dû revenir à un concept qui était vieux de 30 ans qui s'appelait les Wargames pour faire oublier cette ignominie qui était le champion contre champion sans histoire. Vous savez, comme Cody Logan Paul cette année, qui a tué tout le momentum de la rivalité avec AJ Styles. Puisque ça aurait sûrement dû être une trilogie, mais ça a fini en seulement 2 matchs. Et AJ Styles, il a rien fait pendant un mois en attendant que Cody s'occupe de Logan Paul. Et ben on va voir ça tous les ans. Parce qu'en plus, un mois avant le pay-per-view, ils vont nous set-up des choses quand même pour que ce soit un peu intéressant. C'est-à-dire que pendant un mois, on aura nos champions versus champions qui auront peut-être un début d'histoire dont personne sera investi, puisque le titre de Crown Jewel, on s'en fout. Féminin et masculin, soyons d'accord. Et le mois qui suit, Crown Jewel, ben, va falloir reconstruire ce qu'on avait peut-être commencé à construire avant. Et du coup, on va un petit peu rétro-pédaler, et on va un petit peu tourner en rond pour remettre le jockey sur le cheval, l'église au milieu du village et la frite dans le ketchup. Super. Merci Triple H. Sachant qu'en plus, ce qui suit Crown Jewel, c'est les Survivor Series. Généralement, les Survivor Series, les champions majeurs vont pas forcément défendre leur titre, surtout s'il y a le retour du Brand versus Brand, SmackDown versus Raw. En plus du fait de les champions versus champions dans un match pur, ça fonctionne. Soit quand il y a un très gros déséquilibre et du coup la victoire du champion fort ne choque pas, ou la victoire du champion moins fort, bah du coup ça crée une surprise et c'est sympa sans affaiblir l'autre champion. Sauf que là, quand on a des champions très égaux comme Gunther et Cody Rhodes, lequel va perdre? Quel champion paraîtra pour le champion de secours? Quel champion paraîtra pour le champion de seconde zone? Ce que Seth Rollins, Damien Priest et Gunther lui-même ont tout fait pour que le titre de Raw ne devienne pas ce titre de seconde zone. Parce que c'était le titre de AEW qui était mis en avant suite à l'unification de Roman Reigns, et du coup, au début, c'était vu comme un titre de consolation. Ils ont réussi à faire oublier ça. Goutte de pisse sur le tas de merde. Goldberg, bien évidemment, sera impliqué, puisque Goldberg est à Atlanta et Gunther a provoqué Goldberg. Et on sait très bien qu'à Crown Jewel, en Arabie Saoudite, ils aiment Goldberg. Voilà. Et entre le match de Damien Priest Finn Balor et le match suivant qui est Rhea Ripley Liv Morgan, il y a eu 45 minutes pour faire une annonce nulle comme ça, que tu peux faire à Raw. Eh bien, crois-moi. Ok, parce que Atlanta, Goldberg il est d'Atlanta. J'aurais préféré voir Gunther s'amuser sans une coupure pub et que le titre soit défendu dans ces 45 minutes là. Ou tu sais quoi? Le Last Monster Standing de Bronson Reed, Braun Strowman. Ou tu sais quoi? Le match par équipe qu'on a eu le vendredi entre la Bloodline, DIY et Street Profits. Bref, Liv Morgan, Rhea Ripley. C'était une horreur. Le in-ring était sympathique, Rhea Ripley domine, Liv Morgan trouve une faille en tapant le genou de Rhea Ripley, ils ont travaillé dessus pendant des semaines pour montrer que Rhea est blessée, du coup Liv peut prendre l'ascendant. Énorme spot de Liv Morgan, franchement in-ring irréprochable des deux dans ce match-là, à part peut-être le Oblivion un peu glissant de Liv Morgan, mais le contre de Rhea Ripley permet d'oublier que c'était un Oblivion un peu glissant, mais pareil, moi vous savez, je m'attarde pas sur les prises qui glissent un peu, sur les botches, les trucs comme ça, parce que je pars du principe que c'est des mecs qui sont en direct à la télé, plusieurs fois par semaine. Ça peut arriver que ce soit glissant, et quand c'est glissant et que ça met personne en danger, aucun problème. Quand c'est des prises mal portées qui mettent les autres en danger, là ça peut être problématique. Là, ça a mis personne en danger. Le match était cool, d'un point de vue in-ring pur dans sa construction, mais classique. Rhea Ripley est beaucoup trop forte, du coup faut lui trouver une faille, donc on joue sur la blessure. C'est un peu toujours pareil. Juste, du coup, Dominique Mysterio était suspendu au-dessus du ring, j'avais oublié, tellement ça sert à rien. À un moment, il tombe comme une piñata. J'avoue, j'ai eu peur, sueur froide. J'ai cru qu'il était vraiment tombé, mais non, il est suspendu. Rhea Ripley, elle vient le taper avec des kendo sticks après avoir dit à l'arbitre: écoute, j'ai un truc à régler, tu me laisses faire. L'arbitre a dit: ok, je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Bah, elle va taper Dom avec les kendo sticks, sauf que il y a un gros raté, pour le coup, ça c'est un vrai raté. Raquel Rodriguez arrive, elle fait son retour, mais pour venir aider son amie Liv Morgan, logique, elle vient aider son amie Liv Morgan, elle vient aider celle qui s'est faite blesser par Rhea Ripley, donc elle vient aider son amie, jusque-là c'est logique, sauf qu'elle attaque Rhea Ripley,
Apparemment, l'arbitre était censé... Rhea Ripley était censé taper dans l'arbitre et ça assomme l'arbitre. Du coup, Raquel fait son spot, 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan. Sauf que bah, l'arbitre a pas été tapé, du coup il a vu Raquel Rodriguez, il a fait genre « Ah, j'ai rien vu !» Sauf qu'après, il faut être obligé de faire la disqualification, vu que j'ai tout vu en fait. Du coup, disqualification, victoire de Rhea Ripley par disqualification, c'était un peu bizarre. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est pas ce qui fait que le retour de Raquel Rodriguez est plat. Ce qui fait que c'est plat, c'est parce que Raquel Rodriguez, dans le main roster, elle nous est vendue comme la grande nounours, mais underdog, que tout le monde a envie de faire des câlins parce que Bébou, elle arrive à rien gagner, mais elle est trop cool, elle est gentille, elle a un capital sympathie. Et ben cette meuf bien sympathique, qui la dernière fois qu'on l'a vue, elle a popé dans l'Elimination Chamber, vous voulez la faire siffler aujourd'hui alors qu'elle vient juste aider son amie qui s'est fait agresser par la femme que Raquel Rodriguez attaque. J'ai pas de raison de siffler Raquel Rodriguez, très honnêtement, à ce moment-là du show en tout cas. J'ai pas de raison de la siffler, donc le retour tombe un peu à plat. En plus, la fin est un peu ratée, du coup, victoire de Rhea, mais par disqualification, donc Liv conserve. Le in-ring était cool, mais n'a mené à rien. Et le Dominique Mysterio au-dessus de la cage, ça a juste servi à faire de la piñata. Voilà. Sachez qu'en stream, le match était tellement ennuyeux qu'on a eu un débat. Est-ce que vous êtes plutôt papier cul ou vous êtes plutôt G dans les fesses? Personnellement, je suis G dans les fesses, je préfère. Alors, j'ai fait le mouvement comme ça, mais tu te le mets pas vraiment dans les fesses et tu t'envoies l'eau dans les fesses. Bref. En commentaire, vous êtes plutôt G2 ou T? Et on arrive donc au 5e match de la soirée, le main event, le tag team, le retour de Roman Reigns dans un ring pour la première fois depuis WrestleMania 40 avec Cody Rhodes, j'allais dire contre, mais non, en équipe avec Cody Rhodes, contre Solo et Jacob Fatu. Et ce match était nul, je le dis direct, ce match était nul, et regardez bien Nico ce qu'il va dire. Ce que j'ai préféré dans ce match, d'un point de vue dans le match pur et d'in-ring pur, c'est Cody Rhodes. C'est lui que j'ai trouvé le plus intéressant pour mener le rythme du match, les spots du match et son splash en dehors de la table sur Jacob Fatu pour se débarrasser de Jacob Fatu était vraiment très très cool. Et Cody Rhodes a montré de la personnalité dans le ring avec Roman Reigns, tout ça. J'ai beaucoup aimé Cody Rhodes dans ce match. C'est la première fois que j'aime autant Cody Rhodes depuis qu'il est champion. J'ai vraiment beaucoup aimé Cody Rhodes dans ce match et je trouve qu'il a volé la vedette aux autres. Jacob Fatu a fait ce petit spot sympa, Solo a essayé de mettre un rythme assez lent dans le ring, qui n'a pas forcément fonctionné. Roman Reigns nous a pas fait du grand Roman Reigns, mais sa présence, son charisme et son aura suffisent largement. Juste des problèmes techniques sur les entrances. Roman Reigns qui arrive, il marche, ça explose derrière lui, ça arrête d'exploser, il lève le doigt. Mais genre il y a eu un décalage bizarre. Je comprends, la mise en scène est stylée, mais du coup pour moi fallait pas qu'il lève le doigt à ce moment-là. Parce que du coup il lève le doigt alors que les feux d'artifice ont eu lieu avant, donc il lève le doigt, il y a un petit silence, pas de bruit, et après les gens lèvent le doigt. C'était bizarre. Ensuite il arrive dans le ring. Pareil, il relève le doigt, sauf que les feux d'artifice pètent beaucoup après qu'il lève le doigt, donc ça n'a aucun sens. Et l'entrance de... Beaucoup après, ça veut rien dire. Et l'entrance de Cody Rhodes, il vient avec son masque de WrestleMania 40. Il y avait une fanfare qui jouait de la musique, mais la fanfare était... J'ai l'impression que ça sonnait faux. Il y en a qu'il y en a un qui soufflait avec son nez. D'ailleurs, en stream, j'ai dit Jacob Fatu, j'ai l'impression qu'il a tapé un mec qui lui a mis le trombone dans le nez parce que ça sonnait faux. J'ai pas reconnu la musique de Cody Rhodes. Le stage était ignoble de Bad Blood, c'est genre SmackDown en plus petit. C'était ignoble, aucune personnalité. Du coup, la fanfare avait pas la place de se positionner, les danseuses non plus. C'était nul. Cody Rhodes, il arrive avec son masque de WrestleMania 40. Sauf qu'il a pas la tenue de WrestleMania 40, ce qui fait que ça lui fait une tête énorme, on dirait un personnage de Roblox. D'ailleurs, la musique se lance pas. There is not only one royal family in wrestling has not only one royal family. Silence de 15 secondes. J'ai dit wrestling have not only one royal family. Genre, trop bizarre. Bref, match de weekly. Le in-ring était un match de weekly. Par contre, No Yeet, le retour du roi Jimmy Uso qui vient in extremis sauver Roman Reigns à la fin, puisque Roman Reigns était totalement fait bolos. Solo Sikoa prend le beignet de Roman comme ça, il est en train de lui dire « C'est moi l'héritier, c'est moi, t'es plus le Tribal Chief, t'es pas le Tribal Chief, c'est moi !» Et à ce moment-là, oh, la foule fait du bruit. Jimmy sort d'en dessous le ring, il se débarrasse de Tamatanga, il se débarrasse de Tangaloa. Il enlève son bandana, il distrait Solo et Roman en profite. Spear dans Solo Sikoa. 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns grâce à l'intervention de Jimmy Uso qui a permis de faire diversion. Le retour du roi, No Yeet. Roman Reigns qui se relève en mode c'est toi qui as pris cette initiative? C'est toi qui as fait ça? Et Jimmy fait ouais, c'est moi et je l'ai fait pour toi, Ous. C'est pour toi, je suis là pour toi, mon Ous. Et là, du coup, gros câlin. Oh, les larmes aux yeux, câlin de fou entre les deux. Et puis Jimmy, les gars, il a fini the story. Jimmy a enfin fini the story. Il lève la main et Roman tape dedans. Quelqu'un a enfin tapé dans la main de Jimmy Uso. Il a fini the story. Du coup, petit câlin, ils descendent du ring, tous les deux ensemble. Après que Roman Reigns a regardé Cody Rhodes et lui a fait respect, t'as tenu ta parole. Il sort du ring.
Et là, la Bloodline saute sur Cody Rhodes. Donc là, t'as Solo Sikoa, bam, Tangaloa, Tamatanga, bam, ils sont en train de taper Cody Rhodes. Roman Reigns, il marche comme ça, il dit, c'est pas mon problème. C'était un one shot cette association, c'est plus mon problème. Et Jimmy l'arrête, lui dit, hey, Ous, écoute, ça se passe plus comme ça maintenant. Viens, on va l'aider. Roman il fait, non, c'était juste un one shot. Et Jimmy fait, hey, écoute, je te le dis, on va l'aider. Mais là, t'es pas tout seul, je suis avec toi. Je suis avec toi, Ous. On est ensemble, viens, on y va. Et Roman, à ce moment-là, il fait, tu sais quoi? Ok, on y va. Et là, ils vont les aider et Jimmy, il est tout content. En mode, allez, c'est parti, on va casser des bouches. Et du coup, ça implique beaucoup de choses, ce petit échange, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Roman ne fera rien si ça va à l'encontre de la volonté de sa famille. S'il y a quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec la façon de faire, Roman ne fera pas. Il évolue, il est sur le chemin de la rédemption. Là, Jimmy Uso lui dit, viens, on va aider Cody Rhodes et je suis avec toi. Je valide ce mouvement, je suis avec toi et surtout, je suis avec toi dans cette décision-là, mais je suis avec toi physiquement. On est là, on va les taper ensemble. C'est on roule ensemble, on meurt ensemble. Bloodline pour la vie, tu vois. Et du coup, Roman Reigns, aujourd'hui, s'il n'a pas l'approbation de ses proches, il ne fera plus n'importe quoi. Évolution du personnage de Roman et importance du personnage de Jimmy, qui du coup est une pierre angulaire à Roman Reigns, puisqu'on voit que Roman Reigns, il est juste heureux de récupérer un pilier. À la fin, quand ils sortent de l'arène, il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux, il est... Juste Roman, il sourit, il tape dans les mains des gens, il sourit. Il est juste trop content d'avoir récupéré un pilier. Et comme il l'avait dit à Cody Rhodes dans le stade, la Bloodline m'a retiré Jimmy, le Wiseman et le Hula Fala. Il a récupéré Jimmy. Ça veut dire que Jimmy comptait vraiment pour lui. Il lui reste le Wiseman et le Hula Fala. Roman et Jimmy aident Cody Rhodes, ils se débarrassent de Solo, Tanga et Tama. Et là, Roman prend le titre et le donne à Cody Rhodes. Vraie marque de respect en mode je te rends ton titre, c'est le tien. Je reviendrai pour ça, j'ai d'autres chats à fouetter, mais en attendant, c'est toi le champion. Respect champion. Cody Rhodes lève le titre. Et la musique qui retentit, ce n'est pas Akiki no le way, Kiki no le way, and you're walking. Non, non, non. If you smell the final boss! Il est là pour Mama Rhodes! Fuck Cody Rhodes! Fuck Mama Rhodes! Le retour du final boss. Et là, il regarde dans le ring. Et que c'est Lou Cave de Soleil et son titre qui a été donné lors du Hall of Fame. Il regarde dans le ring comme ça. Il lève les doigts en regardant Cody Rhodes, Roman Reigns et Jimmy Uso. 1, 2, 3. Il fait ce mouvement-là. Et comment vous l'interprétez? Sa musique retentit quand il fait ça. Comment vous l'interprétez? Il a simulé un tombé. 1, 2, 3. Tu es mort, ma musique retentit. Je récupère le titre. À Cody Rhodes, puisque c'est un peu ce qu'ils nous ont teasé post-WrestleMania 40. Est-ce qu'il a dit à Jimmy, Roman et Cody, vous êtes morts, c'est moi le boss, écoutez? Comment vous l'interprétez? Personnellement, je suis plus sur la première interprétation vis-à-vis du titre. Des gens m'ont dit que c'était peut-être plus justement l'agression des trois et qu'ils préparent l'attaque des trois, sachant qu'en plus, pendant le retour du Final Boss, il a rien fait de plus. Hein. Et pendant le retour du Final Boss, il y a une vidéo qui est sortie de Solo Sikoa qui remontait dans les gradins avec Jacob, Tama et Tanga. Et il dit à Jacob, Solo, t'inquiète, ça fait partie du plan, en parlant de The Rock. On peut s'imaginer plein de choses, un wargame avec The Rock, un The Rock qui est du coup à l'initiative de la rébellion de Solo Sikoa, un The Rock qui monte une troisième bloodline avec sa fille à NXT, j'en sais rien. On peut imaginer plein de choses. Et à la fin, on a eu aussi, du coup, un petit segment de The Rock sur Instagram où il a fait de la provocation, mais surtout on a eu un segment sur le parking, après tout ça, devenu viral sur les réseaux sociaux, Kevin Owens qui agresse Cody Rhodes sur le parking. Il turn de Kevin Owens. J'ai trouvé ça très intelligent dans la mise en scène, se reposer sur les fans qui allaient filmer et rendre la vidéo virale pour ce heel turn ultra réaliste, ultra organique. En plus à Raw, ils étaient en mode non écoutez, on va pas en parler, des décisions vont être prises, on va pas en parler, en mode c'était pas prévu, c'est pas dans le show, c'est trop bien, c'est trop organique. Le main event in-ring, c'était pas bon, c'était inintéressant, plus que pas bon, c'était un match de weekly. Heureusement il y a l'overbooking. Note globale de ce show, Réalive, en vrai, pareil, genre 3 sur 10. Le main event in-ring, c'est vraiment 4 sur 10, mais heureusement, il y a l'overbooking, du coup, je le mets à 6. Parce que retour de Jimmy, le roi, si je parle que du retour de Jimmy, c'est 10 sur 10, mais voilà, c'était un pay-per-view pas très intéressant. La victoire de Punk, j'attends toujours de voir à quoi ça va réellement servir et quelle va être la suite. Comment va évoluer Drew. Damian est beaucoup trop fort, le Judgment Day est beaucoup trop nul. Liv Morgan ne peut pas battre Rhea Ripley sans intervention. Nia Jax très fort, ça rien à dire. Tout ce qui était Nia Jax Bayley, rien à dire du tout. Le main event, retour de Jimmy, retour de The Rock. Mais du coup, Roman a battu Solo, donc encore une fois, la Bloodline 2.0 perd. Solo qui dit ça fait partie du plan. Du coup, ça faisait partie du plan que Jimmy fasse son retour, qui tabasse toute la Bloodline.
en dehors du ring, que Roman te fasse le spear, que tu perdes, que Roman décide d'aider Cody Rhodes pour que The Rock revienne et dire je suis pas content. Ça me paraît quand même un plan extrêmement tiré par les cheveux, mon frérot. Donc, je sais pas quoi en penser de ce Bad Blood. J'ai vraiment pas aimé. À part le Hell in a Cell qui est all time, j'ai vraiment pas aimé ce pay-per-view. Le début, le Hell in a Cell, et la toute fin, l'overbooking, Jimmy The Rock, c'est cool. Mais du coup, 45 minutes de moments cool dans un show de 4 heures, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est en dessous de la moyenne. C'est vraiment pas ouf. Et pourtant, j'ai mis de l'eau dans mon vin pour le CM Punk Drew McIntyre depuis, mais c'est toujours pas ouf à mes yeux. Extrêmement déçu de l'annonce. La pire chose de la soirée, c'est l'annonce de Triple H. J'ai aucune hype pour Crown Jewel, vraiment aucune. Voilà, c'était mon débrief de Bad Blood. Il a mis quelques jours à arriver parce que je voulais voir les retombées de Punk Drew pour avoir des choses positives à dire, plus que ce que j'en ai dit là. Bah finalement non, donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos bientôt qui ne seront pas des débriefs les amis. Je suis en train de travailler là-dessus. Préparez-vous, les vidéos vont arriver sur la chaîne. Et puis on attend Crown Jewel le mois prochain. No yeet!